Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi, comme chaque semaine, de vous retrouver pour vous proposer un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, à la fois des interviews avec des sportifs de renom, des sportifs amateurs, et puis des questionnements un petit peu plus pointus sur notre pratique de la course à pied. Et aujourd'hui, on va aborder le mental. Il s'avère que de nombreux coureurs, une fois une compétition terminée, après avoir passé la ligne d'arrivée, avec euphorie, avec déception si les objectifs ne sont pas au rendez-vous, après avoir dû lutter sous la chaleur, dans le froid, pendant de nombreuses semaines pour préparer au mieux à l'entraînement cette compétition, l'euphorie laisse bien souvent place à un grand vide. Alors que ce soit dans les bons moments ou dans les mauvais moments, j'ai voulu comprendre ce qui se passait donc dans la tête de nos sportifs, dans ma tête également, pourquoi on arrive à avoir ce trou noir, cette motivation qui va baisser drastiquement après qu'un objectif soit atteint, soit accompli, ou soit le fruit peut-être d'une déception si le chrono venait à ne pas être au rendez-vous. Alors j'ai fait appel à Nino Pelloli, préparateur mental, qui est le collègue de Cindy Laplace que vous avez déjà entendu sur le podcast. Nino va rappeler dans un premier temps les fondamentaux, ce qu'est la préparation mentale et comment on va pouvoir peut-être éviter ou diminuer les effets de cette dépression post-objectif. Alors installez-vous confortablement, écoutez les conseils de Nino, préparateur mental, pour mener au mieux votre barque et éviter la dépression post-objectif. C'est le sujet du jour du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonjour Nino, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui, À côté de mes pompes. Aujourd'hui, on va parler de mental. Je t'ai fait venir pour parler de différentes questions autour de cette préparation mentale. Tu es le collègue de Cindy qui était déjà passé sur le podcast. Comment vas-tu en ce début de semaine? Puis je vais laisser te présenter par la suite. Bonjour Sébastien, avec plaisir. C'est un plaisir de participer à ce podcast. Je te remercie pour cette invitation. Et je vais très bien. Je te remercie. Et donc pour me présenter, donc je suis Nino Pelloli et je suis préparateur mental. Comme tu l'as dit, je suis le collègue de Cindy Laplace qui était venue il y a un peu plus d'un an, il me semble, pour réaliser un podcast sur la préparation mentale déjà. Et là, le sujet sera un petit peu différent de ce que vous aviez vu la dernière fois. On va cibler, oui, une question un petit peu plus pointue. Mais avant de parler de ce sujet du jour, je te laisse te présenter sur un plan sportif. Est-ce que tu as un lien avec le monde de la course à pied, avec le sport? Et est-ce que ton activité de préparateur mental t'est venue, on va dire, de façon spontanée? Ou est-ce que cette activité de préparateur mental, tu as constitué des études, un parcours universitaire? Comment on accède à ce métier? Alors tout d'abord pour ma présentation, donc par rapport au monde du sport, moi je suis j'ai toujours été finalement un grand sportif. Alors non par le niveau ni par la taille, mais dans le sens où tout petit j'ai adoré le sport. J'étais une petite boule de nerfs qui voulait tout le temps bouger, donc faire du sport. J'ai commencé par le football dès que j'en ai eu l'âge, finalement avec mon frère qui était un peu plus grand et qui m'a initié à ce sport. Et en grandissant, j'ai continué à faire du sport au collège avec l'UNSS. En dehors de mon parcours de football, je faisais du badminton, enfin les différents sports qui étaient proposés. Et j'ai continué au lycée. Au lycée, je suis passé du ballon rond au ballon ovale. Je suis passé au rugby pour différentes raisons. Et à côté, c'était effectivement de la course à pied. Je profitais d'habiter dans un petit village avec de la forêt autour pour aller courir en forêt, pour faire du VTT également. Donc différents sports pour pouvoir me dépenser et pratiquer finalement tous les sports que je pouvais pratiquer, qui était un véritable plaisir. Et sur le plan scolaire, alors quel a été ton cheminement pour aujourd'hui exercer cette profession de préparateur mental? Est-ce que c'était, on va dire, quelque chose d'évident pour toi, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est présenté sur ton chemin au fur et à mesure des années d'études?
Alors oui et non. Ça a été au début, c'est quelque chose que je connaissais absolument pas, la préparation mentale, parce que ayant toujours été à un niveau amateur, la préparation mentale, on en parle très peu, voire pas du tout. Et étant passionné par le monde du sport, je me suis orienté naturellement vers STAPS. Donc une fois le bac en poche, je suis parti en STAPS. En première année, j'ai été à Toulon, puisque je suis originaire du Var. Donc je fais ma première année à Toulon dans l'optique de être préparateur physique ou entraîneur, plutôt préparateur physique, mais la préparation mentale est quelque chose de totalement inconnu pour moi à l'époque. Et en L1, on a des cours de psychologie du sport et un petit peu de préparation mentale. Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Et donc je me renseigne un peu plus sur ce qu'est la préparation mentale et notamment sur, pourquoi pas, la poursuite de mes études pour être préparateur physique parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et y intégrer l'aspect mental dedans. Donc je fais mes recherches et je vois notamment qu'à Lille, il y a un master qui propose de la préparation physique et de la préparation mentale. Donc ça m'intéresse particulièrement et je me dis pour optimiser mes chances d'intégrer ce master, je vais y aller dès la licence afin d'avoir le plus de chances possible d'être pris dans le master qui est parfois très sélectif comme différents masters. Donc je décide de quitter le soleil varois pour. Ça n'a pas été trop dur de monter dans le Nord? Ça a été un changement. Est-ce que tu as pleuré? Est-ce que tu as pleuré comme dans le film assez caricatural des Ch'tis où on voit l'acteur Cadmerade pleurer dès qu'il arrive dans le Nord? Non, je n'ai pas pleuré en arrivant. Par contre, il y a d'autres changements qui ont été faits. Je suis arrivé fin août à Lille et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai rangé les shorts dans le placard et ils n'y sont plus sortis jusqu'à l'été suivant, dès la fin août finalement. Mais pas de pleurs et donc il est arrivé à Lille. Donc pour la licence STAPS entraînement sportif et en licence STAPS, j'ai la chance d'avoir un professeur qui est également psychologue du sport et qui fait de la préparation mentale, qui est Yancy Dufour et qui fait des cours sur la préparation mentale assez développés et qui sont géniaux tout simplement et c'est une véritable révélation de la préparation mentale, de ce que c'est plus concrètement, de ce à quoi ça sert. Et naturellement, là, ça s'est imposé comme une évidence pour là où je réponds à ton oui, ça a été une évidence. La préparation mentale, ça m'a énormément plu. Donc, c'est quelque chose qui m'a touché. Et notamment pour mon mémoire de fin de licence, où j'entraînais donc des jeunes rugbyman de moins de 14 ans, donc dans le club de rugby de Lille. Et donc je vais voir le professeur en lui demandant ce que je peux faire, ce qui serait intéressant de faire. Et on passe une heure et demie à parler de tout ce qui pourrait être intéressant à faire, de la préparation mentale, on parle également de mon futur projet professionnel, de ce en quoi ça peut être intéressant, comment m'orienter, etc. Et une heure et demie d'échanges passionnants et je ressors de là avec mon sujet de mémoire, donc qui sera la routine débuteur pour des jeunes de moins de 14 ans et une envie claire et établie de vouloir en faire mon métier, de vouloir être préparateur mental et de finalement laisser de côté la préparation physique. Donc je fais mon mémoire, je fais l'entraînement technique et également mental auprès des jeunes qui se passe très bien, les jeunes sont très intéressés par ça. Les parents aussi sont très intéressés par ça, posent énormément de questions, s'impliquent également là-dedans, donc c'est quelque chose qui est très plaisant d'avoir ces retours. Et donc la mise en place de cet entraînement, le mémoire se passe très bien. La fin de saison se passe extrêmement bien. Pour la petite anecdote, on participe avec l'équipe, on participe à un tournoi international près de Lille. Et l'équipe arrive en petite finale, donc pour la finale pour la 3e ou 4e place. Et match nul et on se retrouve donc au tir au but. Et donc là, je me dis, on a passé presque 6 mois à s'entraîner sur les tirs au but, sur la routine, sur gérer son stress, sur la technique également. Donc un peu de pression pour dire qu'est-ce que ça va donner.
Et un vrai plaisir de voir que l'équipe remporte les tirs au but, et le retour que j'ai des jeunes et des parents et même des autres entraîneurs qui disent mais c'est une bonne chose, ça a apporté ses fruits, qui étaient très satisfaits et très contents. Donc voilà pour la petite anecdote, toujours plaisant d'avoir ce retour agréable. Et donc à la fin de ma troisième année de licence, je me dis bon, le master qui suit à Lille, il est orienté préparation mentale, mais il est divisé également avec la préparation physique. Et le professeur, Monsieur Dufour, me dit en France, il y a des masters qui proposent uniquement la préparation mentale. Donc je me renseigne et je vois que effectivement, il y a à Montpellier un master qui est axé uniquement sur la préparation mentale. Et je me dis bon, automatiquement, si le master est axé à 100% sur la préparation mentale, ça va me permettre d'être plus compétent et d'être plus armé et d'être meilleur en sortant de ce master pour être préparateur mental. Donc je décide de rejoindre le master à Montpellier. En ressortant les shorts avec le soleil. C'est ça. À nouveau le soleil. Donc là, redescendre dans le sud, même si c'est une autre région, mais toujours un plaisir de voir aussi une autre région de France, toujours agréable. Et je retrouve le soleil. Et donc le master qui se passe très bien. Un master qui permet de développer beaucoup de compétences, où il y a beaucoup de scientifiques, mais qui est extrêmement important et qui permet, on en parlait en off tout à l'heure, de faire la différence entre des préparateurs mentaux qui sont préparés et qui sont armés, à la différence des gourous qui se découvrent une envie de dire tiens, je vais accompagner des sportifs, et sans véritablement d'appui derrière. Et on a notamment des témoignages d'un des professeurs en licence qui disait ben voilà, un jour il y a un préparateur mental qui est venu ici à Montpellier et qui est venu désenvoûter une piste d'athlée. Donc quelque chose qui est gourou à 100% et qui permet donc le master qui permet de se détacher totalement et de s'appuyer vraiment véritablement sur la science et à la fois sur la pratique, puisqu'on a une part de pratique qui est grande avec un stage notamment de master 2 qui est sur toute l'année et qui se fait pendant presque 6 mois à temps plein avec un mémoire concret sur ce qu'on a mis en place en préparation mentale lors de ce stage en structure. Et tu as continué à accompagner des rugbyman, ou est-ce que tu as diversifié peut-être les publics avec lesquels tu as pu interagir? J'ai diversifié. J'ai continué à accompagner des rugbyman, mais j'ai accompagné lors de mon stage de Master 1 des basketteurs à tout petit niveau amateur. Et j'ai accompagné lors de mon stage de M2 une équipe de volleyball professionnelle. Donc diversifié pour voir les spécificités entre les différents sports, parce qu'il y a quelques petites différences, même si lorsqu'on sort du master, on est capable de travailler sur la confiance en soi, sur la gestion du stress. Donc, de manière générale, on est capable d'accompagner tous les sports, mais c'est intéressant quand même d'aller piocher dans chaque sport les différentes spécificités, les différentes précisions, pour vraiment pouvoir individualiser et voir les différentes nuances qui sont présentes. Donc, j'ai vraiment diversifié les différents publics. Et ce qui est aussi très intéressant, et étant un passionné de sport, c'est toujours avec plaisir que je découvre des nouvelles choses et des spécificités et des petites précisions entre les différents sports, entre les différents sportifs également. Alors, sur des sports comme tu les évoques là, on est sur du collectif. Est-ce que l'on prend un temps, quand tu es préparateur mental, pour travailler avec le groupe et ensuite avoir peut-être des liens un petit peu plus individualisés sur, tu le disais, la confiance en soi, des stratégies à mettre en place, mais il faut qu'au final, ce soit le collectif qui prime. Oui, il y a une phase de présentation de ce qu'est la préparation mentale, parce que la préparation mentale, c'est encore assez peu connu en France. Aux États-Unis, ça fait 30-40 ans que c'est largement développé, mais en France, c'est encore assez peu connu, même au niveau. Donc, il y a une phase de présentation au groupe, d'échange de ce qu'est la préparation mentale. Et après, rentrer plus vers des sportifs individuels, aller les voir sur quelles sont leurs demandes, qu'est-ce qu'on peut optimiser, qu'est-ce qu'ils cherchent à optimiser, parce que la préparation mentale, c'est pas uniquement répondre à des problématiques. Il y a des sportifs qui ont des problématiques, qui viennent pour avoir beaucoup moins de stress, parce que en compétition, ils sont parfois figés, ont du mal à se donner à 100%. Mais il y a des sportifs pour qui tout va bien.
et qui travaillent le physique, la technique, la tactique, et qui veulent venir travailler leur tête pour être encore plus performants. Donc oui, il y a une part de collectif et il y a aussi une part d'individuel. Et c'est intéressant de pouvoir lier les deux. Et c'est notamment ce que j'ai fait dans mon mémoire de Master 2 qui était sur le leadership partagé au sein d'un collectif. Donc il y ait plusieurs leaders et non un seul leader qui prenne toute la charge de ce leadership et que ce soit les différents joueurs. Donc il y a à la fois un travail collectif sur ce leadership partagé et aussi un travail individuel pour eux les accompagner sur cette prise de leadership. Alors, tu le disais, Nino, c'est très peu connu en France. Ça n'a pas encore, on va dire, pris ses marques dans l'ensemble du sport professionnel. Comment tu l'expliques, cette fracture entre le monde, on va dire, anglophone, américain et le côté latin, européen, où c'est pas encore très, très présent? C'est vrai qu'il y a une grande différence. Aux États-Unis, c'est présent depuis 30-40 ans. On voit Michael Jordan qui parlait très facilement du travail qu'il faisait sur l'aspect psychologique, sur l'aspect mental et sur l'importance que ça avait. En France, ça reste beaucoup plus marginal, même si ça tend à se développer ces dernières années. Je l'explique par le fait qu'en France, il y a une relation qui se fait par rapport au psychologique où on dit la personne qui travaille sa tête, elle a un problème. Elle est folle. Je vais voir un psychologue, mais il est fou. Alors que non, simplement pour améliorer encore la confiance en soi, ça se développe. C'est une qualité mentale. On va venir la travailler, gérer son stress. Il y a des personnes qui arrivent facilement à gérer leur stress, d'autres un peu moins facilement, mais tout le monde est face à ces problématiques-là. Tous les sportifs de haut niveau et même à un niveau amateur, avant une échéance, avant une compétition, se retrouvent avec un peu la boule au ventre, des tensions musculaires. Donc c'est apprendre à les faire disparaître. Et petit à petit, on en vient à faire comprendre aux gens que la préparation mentale, c'est ça, c'est de l'optimisation et que c'est utile pour tout le monde, dans le milieu du sport, mais également en dehors, pour les étudiants, pour des chefs d'entreprise, etc. Et qu'il n'y a absolument pas de relation travailler sa tête et folie. Absolument pas. Et ça serait peut-être même l'inverse, si je devais caricaturer, c'est que aujourd'hui, je dirais que c'est de la folie d'être à haut niveau et finalement de laisser l'entraînement mental de côté. Alors, c'est peut-être une folie, mais pour un entraîneur, dire à un athlète je travaille le mental, il va beaucoup moins pouvoir le quantifier qu'une série, on va dire, avec tant de secondes à effectuer, ou si on prend en musculation une charge à soulever. Est-ce que c'est pas ce côté invisible qui rend parfois le côté mental un petit peu délaissé? Il y a un côté invisible de l'aspect mental, mais qui a été invisibilisé également. C'est-à-dire que c'est possible. Aujourd'hui, il existe des questionnaires pour évaluer le niveau de stress d'un sportif avant une compétition. Donc, ce sont aussi des choses qui sont quantifiables. Effectivement, l'entraîneur, pour lui, ça va être impossible de faire une préparation mentale à son sportif parce que l'entraîneur, il est expert sur la dimension technique, sur la dimension tactique. Généralement, pour l'aspect physique, il y a un préparateur physique. Et bien, pour l'aspect mental, il y a un préparateur mental. Et on va pouvoir quantifier certaines choses. Donc, invisible, oui et non. Effectivement, on le voit moins que sur la technique, mais en compétition, on le voit énormément. Un sportif qui est stressé, il a une autre posture qu'un sportif qui a une totale confiance en lui. Donc, c'est quelque chose qu'on voit et c'est simplement faire appel à un préparateur mental dans le staff, qui serait une très bonne chose et que j'appelle de mes vœux. J'espère que tous les entraîneurs et tous les staffs de haut niveau auront bientôt un préparateur mental dans le staff. Parce que c'est presque une aberration maintenant de ne plus travailler sa tête. Alors, on peut difficilement, au final, dissocier la tête et les jambes. En course à pied, quand on dit j'ai plus de jambes, c'est parfois faux. C'est que la tête ne veut plus avancer. Ça, on le constate dans tous les pelotons, sur toutes les courses, chaque week-end. Oui. La fatigue notamment est reliée à l'aspect mental. C'est la tête qui fait avancer les jambes. Effectivement, les jambes envoient un retour de fatigue, et si la tête se concentre sur la douleur, sur la fatigue, et que se dit j'en peux plus, je suis à l'agonie et je vais m'arrêter, effectivement, on rentre finalement dans ce cercle vicieux
où la fatigue augmente et on va rentrer dedans et ça va mener effectivement à l'abandon, à ces difficultés. L'importance de la préparation mentale, ça va être mettre en place de l'auto-persuasion, des différentes stratégies pour réussir à détourner son attention de la douleur qui est présente et se concentrer sur autre chose, sur des sensations, sur ce qu'il y a autour, afin de pouvoir être plus performant et de réussir à aller encore plus loin et à se donner encore davantage. Est-ce que tu peux rappeler, Nino, avant qu'on aborde le sujet du jour et les différentes questions que j'avais à te poser, de rappeler brièvement ce qu'englobe la préparation mentale dans ce que tu pratiques, toi, au quotidien, et pas seulement avec des sportifs, hein, tu le disais, des personnes qui sont peut-être en reconversion professionnelle. On est au mois de juin, là, à l'approche des examens. Les étudiants font peut-être appel à toi également pour se mettre dans les meilleures dispositions. Si je fais appel à un préparateur mental, qu'est-ce que je vais, entre guillemets, trouver comme outil derrière? C'est pas seulement la méthode Coué à dire je suis le meilleur et je vais y arriver. Effectivement, rien à voir avec la méthode Coué. La préparation mentale, on va finalement travailler toutes les qualités mentales. Donc, comme je le disais, la confiance en soi, c'est une qualité mentale, c'est quelque chose qui se développe, qui se travaille. Donc, la mise en place d'auto-persuasion, j'y reviendrai par rapport à la méthode Coué, d'auto-persuasion, gérer son stress, savoir se relâcher, la mise en place d'exercices de relaxation, qui soient là encore individualisés et qui visent à l'autonomie. Donc ça va être différents aspects qui vont être travaillés. La préparation mentale, la définition qu'il y a de la préparation mentale, c'est un entraînement des qualités mentales, donc confiance en soi, gestion des émotions, gestion du stress, concentration, dans le but d'améliorer les performances individuelles et collectives, tout en favorisant le plaisir de la pratique qui est primordial et l'autonomie du sportif. Donc effectivement, j'accompagne les sportifs pour tout ce qui est gestion du stress, confiance en soi, concentration. On va mettre en place de la fixation d'objectifs, on y reviendra certainement plus en détail après, de l'auto-persuasion, de la relaxation, de l'imagerie mentale, différentes techniques qui sont utilisées. Et par rapport à la méthode Coué, quand je parle d'auto-persuasion, c'est-à-dire mettre en place un discours interne qui soit pertinent et efficace dans le but d'atteindre l'objectif. Aujourd'hui, dire je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort, je vais tout gagner, ça va être inutile. Parce que soit ça va marcher pendant 10-15 secondes et à la première difficulté, tout va s'effondrer, soit il est même impossible pour certains sportifs de croire qu'on est les meilleurs, qu'on va tout gagner. Donc ça va être mettre en place un dialogue interne qui va être beaucoup plus pertinent sur les encouragements, sur des consignes techniques, sur des choses qu'on va se dire, des choses à penser, sur par exemple la foulée, sur la respiration, sur des gestes, des mots-clés qui vont être beaucoup plus pertinents et se dire qu'on est capable d'y arriver, qu'on peut y arriver, sans forcément se dire je vais y arriver. Mais déjà se dire que on peut y arriver, ça va permettre de faire monter le niveau de confiance et donc d'arriver un peu plus serein à la compétition et donc d'être plus performant derrière. Tu parles d'entraînement mental comme un entraînement physique. Ça veut dire que chaque semaine, les personnes que tu accompagnes ont, entre guillemets, un plan à respecter avec une graduation dans les objectifs, dans les exercices que tu peux leur donner. L'objectif premier étant de les conduire, tu le disais, vers une autonomie. C'est-à-dire qu'à terme, quelqu'un que tu auras préparé sera capable d'actionner certains outils, certains exercices pour se mettre en condition. Exactement. C'est un entraînement. Il y a une planification de l'entraînement. Comme pour l'aspect physique, il y a une planification d'entraînement. Je vais te prendre un exemple très concret pour te parler. Il y a des sportifs qui ont du stress et qui ont la boule au ventre avant le départ d'une course, qui sont complètement tendus, crispés, qui se parlent de manière négative, qui ont des peurs, qui prennent toutes leurs pensées. Avec ces sportifs-là, dans ce cas-là, on va travailler la relaxation. Dans un premier temps, la relaxation, je vais la guider. C'est-à-dire qu'on va faire de la relaxation qui va durer un quart d'heure, 20 minutes. Une technique bien précise, adaptée aux sportifs. Et mon objectif, c'est que le sportif, à terme, il arrive à faire sa relaxation tout seul. Sauf qu'on est d'accord, avant une course, le sportif, il peut pas s'allonger sur le canapé, fermer les yeux
et passer un quart d'heure ou 20 minutes à faire de la relaxation. C'est tout bonnement impossible. Donc la planification, ça va être de petit à petit, le sportif va apprendre à réduire la relaxation, à la faire en moins de temps. À la fin de la séance, je donne une fiche au sportif et on la voit ensemble avec les différentes étapes de la relaxation. Comment lui va les mettre en place. En bas de la fiche, il a un QR code qui peut scanner et qui, s'il le souhaite, à un moment, peut se faire guider très facilement. Ça amène sur une vidéo sur YouTube qui peut retrouver et donc se faire guider pour la séance de relaxation. Il l'a. Et mon objectif, c'est que pendant une semaine, éventuellement, il va faire 3 fois de la relaxation en étant guidé. Puis la semaine suivante, il va le faire en étant seul. La semaine d'après, il va le faire en étant assis. Puis il va ouvrir les yeux. Puis il va réduire le temps. Et le but, c'est que à terme, le sportif, il ait aucunement besoin de moi avant le départ qui lui fasse une séance de relaxation parce que c'est tout bonnement impossible. Il faudrait que je me multiplie en je ne sais combien d'exemplaires pour pouvoir accompagner tous les sportifs sur les compétitions. Mon objectif, c'est que le sportif, en 2-3 minutes, il puisse se faire sa relaxation, le contracter, relâcher, et arriver finalement au moment du départ en étant bien relâché, bien concentré, confiant, et sans aucun stress et aucune anxiété. Et donc, oui, il y a cette planification, et il y a l'autonomie derrière. Là, on a déjà des idées un petit peu plus claires du travail que tu effectues auprès des sportifs, à la fois pro, mais aussi amateurs, hein. Tu accompagnes donc ces deux publics, notamment en course à pied. Et ma question était de savoir comment, après avoir réalisé un immense défi, une course que l'on considérait comme un événement majeur dans sa saison ou dans sa carrière sportive, on va éviter le trou d'air, un petit peu comme un avion qui viendrait à complètement décrocher, à perdre pied. J'ai moi-même vécu ce genre de choses. J'ai des sportifs qui, dans mon entourage, après un immense défi tel un marathon, ont complètement perdu la motivation. Comment on peut les aider? Et déjà, est-ce que c'est normal d'avoir ce type de réaction après une grosse échéance? Alors tout d'abord, je te rassure, oui, c'est tout à fait normal d'avoir un moment de décompression après l'atteinte d'un objectif ou un échec. D'avoir un moment de décompression, de doute, on le voit chez tous les sportifs, c'est-à-dire chez les sportifs amateurs et même chez les sportifs de plus haut niveau. On le voit, je prends l'exemple dans le foot, qui est le sport le plus connu. Les équipes, on voit donc l'équipe de France qui a été championne du monde en 2018. Si on s'intéresse à la saison suivante de tous ces joueurs en club, ils ont été moins performants. Oui, il y a une phase de décompression, de moments où ils sont un petit peu dans le flou. L'objectif ultime a été atteint. C'est vrai que c'est un rêve de beaucoup d'enfants d'être champion du monde. Et donc, ils arrivent, cet objectif est atteint et derrière, mais il va falloir se reconcentrer sur autre chose et pour pouvoir se remotiver, se remobiliser. Donc, oui, c'est tout à fait normal d'avoir un peu ce trou d'air-là. Et comment l'accompagner? Mais finalement, ça se travaille déjà en amont pour bien digérer un objectif, ce dont on a évoqué rapidement tout à l'heure en off. Pour bien digérer un objectif, cet objectif se prépare. Et on a travaillé en amont cet objectif et même les objectifs à venir. Comment on peut justement mettre en place des objectifs après une aussi grosse échéance? Est-ce que on prend un papier, un calendrier et puis on va cocher d'autres objectifs derrière, ou est-ce qu'on s'accorde quand même ce temps de décompression nécessaire? Ça fait partie, on va dire, des étapes, pas comme le deuil, mais entre guillemets, on a atteint ce Graal, on va forcément redescendre dans les émotions. Et il y a ce petit côté peut-être addiction, hein, si on prend exemple à la course à pied, de ne pas courir pendant, on va dire, 15 jours, 3 semaines, 1 mois après une grosse course, alors que pendant 6 mois, 1 an, on a préparé cette échéance-là. Au niveau mental, il se passe quoi là? Alors, au niveau mental, il se passe une décompression, c'est-à-dire que l'objectif a été atteint et derrière, c'est flou, c'est vide, donc automatiquement, il y a le blues. Il y a le blues qui se met en place. Il peut y avoir, quand l'objectif a été atteint, un moment d'euphorie, de joie de l'avoir atteint. Et en fonction des personnes, ce moment va durer plus ou moins longtemps. Et après, il y a ce moment de décompression
où on va retrouver finalement moins de motivation parce que l'objectif ultime a été atteint, alors que ça soit de la saison ou de la carrière, mais l'objectif a été atteint. Donc il y a rien derrière. Et les objectifs, c'est ce qui nous pousse à avancer, à se motiver, à aller s'entraîner et à retrouver cette détermination. Donc perte de motivation qui va engendrer en se disant mais parfois c'est anormal, qu'est-ce qui m'arrive? Et donc derrière on peut retrouver une baisse de confiance en soi, mais pourquoi j'en suis là? Moins d'entraînement, donc les résultats sont moins bons, les performances sont moins bonnes quand il y a des entraînements, et rentrer un peu dans ce cercle vicieux entre baisse de confiance, baisse de performance et démotivation, tout ça qui rentre en jeu. Et c'est pour ça que c'est important de le préparer, ce moment. C'est-à-dire que si on se dit après la compétition, ok, je vais me refixer les objectifs, je vais prendre mon calendrier et je vais mettre des croix pour les courses qui m'intéressent, pour les différents objectifs que je vais avoir. C'est presque trop tard. C'est-à-dire que le mieux, c'est de le faire avant cet objectif ultime, c'est-à-dire à un moment de dire quels sont mes objectifs et de les organiser dans le temps. Un objectif, ça s'organise dans le temps. C'est quelque chose de primordial. Donc de dire à court terme, mes objectifs, c'est ça. À moyen terme, ça va être ça. Et à long terme, je vais arriver sur ça. Et même derrière ces objectifs à long terme, on va en avoir d'autres. C'est-à-dire que tout au long de l'évolution de la carrière ou de la saison, on va les ajuster, ces objectifs. C'est quelque chose de primordial d'ajuster les objectifs. Parce que si on est en avance sur les objectifs, mais il va falloir les revoir à la hausse pour que ces objectifs restent difficiles et nous poussent à aller encore plus loin et à se donner encore, à se dépasser encore plus pour être encore plus performant. Et si au contraire on est en retard, mais ça va être les ajuster et les revoir à la baisse pour qu'en aucun cas il y ait cette perte de motivation et qu'on rentre là directement dans ce cercle vicieux avec démotivation, baisse de confiance, baisse d'entraînement, etc., etc. Donc les objectifs, faut qu'ils soient planifiés longtemps à l'avance. Ça peut être sur un temps au marathon, et une fois que ce temps a été réalisé, mais se dire, tiens, finalement, avant mon marathon, quelques temps avant, là, je suis en capacité de pouvoir faire ce temps. Je le vois au niveau de mes entraînements, je suis bien. Sauf que si je continue comme ça, j'arrive à mon marathon, je fais mon temps, derrière, j'aurai plus rien, donc j'aurai ce coup de mou, j'aurai cette baisse de motivation, cette baisse de morale. Donc l'anticiper. Savoir que ça existe, c'est déjà super important, et c'est pour ça que c'est très important d'en parler et de dire oui, c'est normal. Et donc de l'anticiper, de dire ok, une fois que j'aurai fait ce temps en marathon, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Est-ce que je voudrais encore baisser plus ce temps? Est-ce que finalement après ce marathon, j'ai envie de passer pourquoi pas au triathlon? Est-ce que j'ai pas envie de passer au trail? Et là, ça va dépendre des personnes, les objectifs qu'elles vont vouloir construire. Et donc le but en préparation mentale, ça va être d'accompagner ces personnes et de dire ok, là c'est l'objectif, mais derrière qu'est-ce qu'il y a? Et de construire un escalier et d'éviter que le marathon ce soit la dernière marche, parce qu'il y a toujours des marches après qui peuvent être différentes. Ça peut être un autre sport, le triathlon, le trail, différentes nuances, et c'est quelque chose qui se prépare donc bien en amont et bien avant. Entre guillemets, quelle pédagogie, quelle méthodologie tu mets en place pour justement construire ces objectifs? On les prend, comme tu le disais, peut-être sur une saison, c'est déjà une vision suffisamment lointaine pour toi, ou est-ce qu'on est quand même sur du court terme quand on raisonne en termes de saisonnalité pour un coureur à pied, avec peut-être un objectif ou deux objectifs dans l'année? Qu'est-ce que tu donnerais comme cadre, entre guillemets, à un coureur débutant, amateur, pour construire et étayer cet escalier avec le plus de marche possible derrière un gros challenge? Alors, ça va dépendre des profils, justement. Il y a des sportifs de haut niveau, on n'est pas sur une année. Et des sportifs de haut niveau, en début de carrière, on est sur la planification de la carrière. Quel est ton objectif de carrière directement? Et en fonction de ça, on va construire les marches. Et quand on se rapprochera de cet objectif de carrière, s'il est atteint, avant, on aura construit les marches suivantes, qui peuvent être de continuer en sport, soit ce qu'il y a après le sport. Mais pour un sportif amateur, ça va dépendre.
Ça va dépendre de chaque personne, mais oui, au moins sur une saison. C'est-à-dire les objectifs de saison sont ces points-là particuliers, mais qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce que ça peut être fait? Un sportif amateur, s'il n'a pas forcément de recul sur les performances qu'il va pouvoir avoir, là on va être beaucoup dans l'ajustement et on va être plus dans le court terme. Mais quelqu'un qui a un peu plus d'expérience, là on va pouvoir travailler sur du plus long terme, parce qu'il va avoir un regard, il va pouvoir avoir une vision en disant au niveau de mes performances, j'en suis là, je m'entraîne de telle façon, j'aspire à tel moment à être à telle performance, et donc on va pouvoir regarder sur du plus long terme. Mais c'est très important de venir constamment ajuster ses objectifs et de venir constamment construire ses marches. Tu le disais, Nino, par rapport au recul qu'on peut avoir de ses performances, je trouve qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les médias qui peuvent tourner autour de la course à pied, Strava pour ne pas le citer, on est plutôt dans la comparaison avec les autres que dans ce recul. Est-ce que c'est pas un piège que de regarder un petit peu ce qui se passe autour? Moi, je le vois en club, sur des séances d'entraînement. À un moment donné, j'étais à regarder un petit peu ce que les camarades avaient fait, mais on peut pas avoir cette même évaluation parce qu'on n'est pas tous dans le même objectif, on n'a pas tous le même niveau de préparation, on n'a pas non plus le même âge, pas le même potentiel de départ. Est-ce que c'est pas piégeux ces outils? Est-ce que tu dis à tes athlètes, bon, regardez d'abord ce que vous faites avant de vous concentrer sur ce que les autres vont pouvoir mettre en place? Oui, la comparaison aux autres est quelque chose qui a de grands risques d'être néfaste, qui est dans l'immense majorité des cas néfaste. Pour revenir un peu sur les objectifs, sur la fixation d'objectifs, ça répondra à ta question. Il existe 3 formes d'objectifs. On va avoir les objectifs de résultats qui vont être une place, un classement. Donc qui va être centré sur la comparaison aux autres, qui dépendent des autres, qui dépendent uniquement des autres. Il va y avoir des objectifs sur la performance, là qui dépendent uniquement de soi. Donc ça va être par exemple un temps. C'est l'exemple parfait d'un objectif de performance. Et on va avoir d'autres objectifs de maîtrise, de processus sur ce qui va être mis en place pour pouvoir atteindre ce temps, sur la technique, le tactique, le mental, etc. Il y a une étude qui a été faite et qui montre que les personnes qui ont des objectifs de résultat ont finalement des moins bonnes performances. C'est une étude qui a été faite avec, c'était dans le football, c'était un exercice de précision, de reprise de volée, les placer dans une cible. Donc un grand groupe qui fait une prise de mesure de leur niveau, et en fonction des niveaux, les chercheurs les regroupent en 5 groupes. Et en fonction des groupes, ils leur donnent des objectifs différents, donc soit de résultats, de performance, de maîtrise, ou des buts multiples, les 3 à la fois. Et les résultats de l'étude sont très parlants, montrent que après les 5 semaines d'entraînement, il y a une deuxième prise de mesure, et qu'il y a un groupe qui a même des moins bonnes performances après les 5 semaines d'entraînement qu'avant. C'est le groupe qui s'est fixé des objectifs de résultats, donc qui était focalisé sur la comparaison aux autres. Ils sont entraînés pendant 5 semaines et ils ont des moins bons résultats. Donc c'est assez parlant. À l'inverse, ceux qui ont des meilleurs résultats, c'est ceux qui sont concentrés, ceux qui avaient des buts multiples, c'est-à-dire sur le processus, sur la performance et un petit peu à du long terme sur des résultats. Donc oui, c'est beaucoup plus bénéfique de se concentrer uniquement sur soi, sur ses propres objectifs, sur sa technique, parce que comme tu le disais, mais les personnes ont des âges différents, des objectifs différents, des moments ils sont pas au même endroit, au même moment de la planification physique, etc. Donc oui, c'est piégeux de rentrer dans la comparaison aux autres. Le mieux, c'est de rester vraiment dans la comparaison sur soi et de regarder ses propres progrès, et donc en fonction de ça, de se fixer ses propres objectifs. Alors après, c'est difficile parce que en termes de limites, même notre propre corps, on n'ira jamais jusqu'au bord de ces limites. Comment on peut avancer? Alors pour le résultat, je suis d'accord. Si tu prends une course en 2021 et tu regardes un résultat en 2022, il n'y a pas le même plateau, il n'y a pas la même densité. Des coureurs seront peut-être plus rapides en fonction justement des inscriptions. Donc là, effectivement, c'est pas quelque chose sur lequel il faut vraiment s'attarder en disant j'ai fait un top 100 cette année, je suis top 200 seulement en 2022. Bon,
qu'est-ce que je peux en tirer? Là, il y a pas grand-chose. Par contre, sur les performances, elles vont varier aussi en fonction de différents facteurs. Conditions identiques, il y aura peut-être un peu plus de vent, il y aura peut-être une température qui fera que on sera un peu moins résistant à la chaleur. Mais le niveau de maîtrise, moi, j'intégrerai également les sensations. Je sais pas si vous en parlez avec les sportifs que tu accompagnes, mais est-ce que voilà, sur ce chrono-là, il est peut-être moins bon, mais ton niveau peut-être de sensation était meilleur. Alors c'est peut-être dans la maîtrise justement que tu englobes ce genre de facteurs. Oui, on parle de sensations sur les retours qu'il y a, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure de digestion d'un objectif, ça doit se travailler en amont, construire ces marches qui se construisent au fur et à mesure. Il y a aussi un moment où, une fois l'objectif passé, on a un moment de bilan. On regarde en arrière et on se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, en bien ou en mal, et on l'analyse. Et c'est pour ça que vous l'aviez évoqué, il me semble, avec Cindy. La notion de bilan, c'est quelque chose de extrêmement important, de faire un feedback qui soit le plus objectif possible. Et un feedback, pour qu'il soit objectif, il y a un moyen mémotechnique pour un bon feedback, un bon retour, c'est le hamburger. Le hamburger, je pense que tu le vois, il y a les 3 tranches, pour faire simple, hein. Le pain qui est en haut, le steak ou la galette pour les végés, et le pain à nouveau en bas. Et donc effectivement, on va venir regarder avec dans le pain tout ce qui est positif, tous les points positifs. Et effectivement, dedans, on va avoir tout ce qui est sensation, tout ce qui va être axé sur la maîtrise, sur la technique. Comment est-ce que je me suis bien encouragé, j'ai bien mis en place ma routine, les sensations étaient bonnes, tout ce qui est positif, et on va le mettre en place parce que ça permet au cerveau de se rendre compte de tout ce qui a été fait et donc de faire monter le niveau de confiance. Derrière, effectivement, au milieu de ce hamburger, il y a le steak ou la galette, et là, ça va être les points négatifs, entre guillemets. Dans ces points négatifs, on va toujours mettre les axes d'amélioration. C'est-à-dire qu'on va pas simplement s'arrêter à ça c'était mauvais et on passe à autre chose. Non, en aucun cas. On dit ça a été moins réussi. Déjà, pourquoi est-ce que ça a été moins réussi? Et là, on essaie de comprendre, effectivement. Tu parlais de conditions météorologiques, mais ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être un problème de matériel, ça peut être essayer de comprendre d'où ça peut venir, sans rentrer dans l'excuse, mais en rentrant dans l'explication. Qu'est-ce qui s'est passé? Et avoir un retour vraiment le plus objectif possible. Et de trouver l'axe d'amélioration. Ah ok, j'étais moins bon sur ça, mais je vais axer ma technique sur ce point-là. Ma chaussure m'a lâché en plein milieu, et bien peut-être que la prochaine fois je m'assurerai que ma chaussure est en bon état ou d'autres choses comme ça. Toujours les axes d'amélioration. Et derrière, effectivement, en bas de ce hamburger, il y a à nouveau du pain, donc ça va être sur du positif plus global. Et ça permet d'avoir finalement un regard qui est plus objectif, parce que le cerveau humain a tendance à voir uniquement le négatif. Si je te fais un compliment et un reproche, tu vas te souvenir du reproche. Le compliment va passer à la trappe. Donc de faire des bilans comme ça permet de lister et de voir tous les points positifs et de se dire finalement ça a été plutôt bien réussi. J'ai l'exemple d'un sportif qui préparait un marathon, qui voulait faire un certain temps, qui fait sa course et qui après m'envoie le bilan par mail et me dit voilà, tous les points positifs ont été ça. Le temps, il a été supérieur à mon objectif, mais finalement je suis très content parce que c'était mon premier marathon à Paris et les sensations étaient bonnes. J'ai réussi à bien me concentrer sur moi et justement à être beaucoup moins sur mes partenaires de club, mes coéquipiers qui couraient à différentes allures. Je me suis concentré sur moi, sur ce que j'avais à faire, et j'ai été plutôt bien et je suis satisfait. Alors que s'il avait oublié, s'il avait zappé ce bilan, peut-être qu'il aurait dit mais au niveau du temps, là, je suis au-dessus, c'est mauvais. Là, il était pleinement satisfait et derrière, il s'est reconcentré sur ses futurs objectifs et pour préparer les triathlons notamment. Étape par étape, on va avancer et même comme tu l'as dit là sur cet athlète, un échec n'est pas forcément lié seulement à un temps qui n'est pas réalisé. Il y a tout un
tas de paramètres autour qu'il faut prendre en compte et qui, au final, avec cette stratégie du hamburger, alors que j'avais gardé en tête après l'épisode avec Cindy et que j'applique moi avec mes élèves lorsque je dois leur rendre une copie, il y a des choses que tu as bien fait. Il y a là ce passage-là où tu n'as pas maîtrisé totalement, parce qu'on parle beaucoup maintenant en niveau de maîtrise avec les différentes couleurs. Voilà les axes d'amélioration et on finit quand même par une bonne note. C'est toujours positif. Donc, cette méthode-là, je pense qu'elle fonctionne bien. Après, est-ce que par rapport à un échec ou un abandon, c'est plus peut-être facile de faire le bilan, contrairement à quelqu'un qui réussit par exemple un bon chrono, qui se place bien, il aura peut-être pas ce regard aussi incisif pour aller chercher peut-être les axes d'amélioration. Je prends l'exemple sur moi, je réalise une course, c'était une phase de reprise, je me classe plutôt bien dans un temps correct, j'étais déçu. Alors que normalement, les gens m'ont dit autour, mais oui, mais t'as quand même bien couru. Mais revenant de blessure, j'étais, on va dire, plus concentré sur le potentiel que j'ai, entre guillemets, en course à pied et je sais où je peux aller et j'avais pas répondu complètement à toutes ces cases. Derrière, ce que je me suis dit, c'est que les axes d'amélioration, c'est peut-être faire un petit peu plus de volume, un petit peu plus de longueur. Alors que si j'avais été en pleine forme, la place et le chrono m'auraient seulement contenté et je serais peut-être pas allé creuser sur ces axes d'amélioration. Est-ce que c'est pas le piège quand on est, on va dire, euphorique, de ne pas jeter un œil dans le rétro sur ces axes d'amélioration et sur ce qu'on peut faire pour aller encore plus loin dans cet escalier de la performance? Si, et c'est quelque chose qui est effectivement assez présent dans le sport, c'est-à-dire que on a tendance à dire on ne change pas une équipe qui gagne, avec tout ce que ça implique. Et je trouve cette phrase finalement assez fausse, parce que c'est très bien quand l'équipe gagne, il y a des choses qui fonctionnent bien, mais il faut aussi aller regarder ce qui aurait pu être encore mieux et trouver des ajustements. Et c'est en ce sens-là qu'être accompagné en préparation mentale, c'est aussi important. Et de faire ces bilans, ça permet de voir, oui, ce qui a été très bien, sur quel point est-ce que je peux encore progresser pour aller encore plus loin et pour aller atteindre cette marche supplémentaire et d'avoir cette exigence d'être finalement encore plus performant. Et c'est pour ça que la notion de bilan, elle est super importante. Elle est super importante et c'est aussi important de pouvoir le faire avec quelqu'un. Parce que seul, on a toujours le biais, parce que c'est subjectif. Alors, ça peut être avec l'entraîneur, ça peut être avec un partenaire d'entraînement, un préparateur mental, idéalement, d'être accompagné pour vraiment y réfléchir et essayer de chercher qu'est-ce qui aurait pu être encore un peu mieux, techniquement ou sur d'autres points. Et on a tendance, quand tout va bien, à dire c'est parfait, je m'arrête là. Non. C'est possible d'aller encore plus loin parce qu'il y a un moment où dans le sport c'est cyclique, il y a un moment où ça va aller un peu moins bien. Et si effectivement on ne s'y est pas préparé, là on va avoir beaucoup d'axes d'amélioration. Et avant on sera peut-être moins entraîné, on aura moins progressé et il va y avoir tout à refaire, tout à retravailler. Retravailler la confiance, retravailler la technique, retravailler d'autres choses. Alors que si ça a été préparé en amont, on sait qu'il y a ce point-là à améliorer et on va y être préparé. On va être préparé à ça. Et c'est pour ça qu'il y a un aspect, tout à l'heure tu parlais de pédagogie. Oui, il y a un aspect de pédagogie, c'est-à-dire que effectivement, c'est important de dire que après un objectif atteint ou non, ou oui, il y a une phase de décompression. C'est normal. Faut y être préparé. Et le simple fait de le savoir d'y être préparé, on dit ok, là je suis dans cet état-là. C'est normal. J'accepte. Et je vais essayer de me recentrer pour être encore meilleur. Mais c'est normal. Et je l'accepte. C'est aussi quelque chose de super important. Alors Nino, par rapport justement à ce bilan, qu'est-ce que l'on doit regarder? Sur un plan pratique, tu dis, bon, être accompagné par un préparateur mental, c'est la meilleure des solutions. Lui va donner sa pédagogie avec les axes, entre guillemets, qui vont être ceux à observer. Quand on est tout seul et que l'on veut s'auto-analyser sans être trop dur, parce que peut-être que aussi certains sportifs vont être assez sévères avec le jugement qu'ils peuvent avoir de leur pratique, qu'est-ce que l'on peut mettre en place très concrètement pour faire ce bilan, que ce soit après une séance,
qu'est-ce que tu conseilles? On le fait après chaque entraînement, après chaque compétition ou objectif rempli? Quel est le rythme et qu'est-ce que l'on met dans ces bilans? L'idéal, c'est de le faire effectivement après chaque entraînement, d'avoir un retour précis. Le mieux pour éviter d'avoir un regard qui est subjectif quand on est seul, effectivement, parce qu'il n'y a pas toujours l'entraîneur qui va donner un retour technique, ou il n'y a pas toujours le préparateur mental qui va faire réfléchir sur d'autres aspects. L'entraîneur peut aussi faire un excellent retour. Le préparateur mental va faire réfléchir simplement. Mais ça va être de mettre en place un retour donc objectif. Pour ça, le mieux, c'est avant chaque entraînement, avant chaque compétition, de se fixer des objectifs qui soient mesurables. Et on va y avoir des objectifs qui vont être techniques, des objectifs tactiques, physiques, psychologiques, et derrière, effectivement, de résultats de performance. Et en fait, simplement d'avoir ces objectifs-là écrits, quantifiables, idéalement, mais derrière, le bilan, il est assez simple. Le bilan, c'est, je reprends mes objectifs, tiens, est-ce que ça a été atteint? Et de là, effectivement, ça va être placé dans le positif ou au contraire dans les choses à améliorer. Et ça permet d'avoir un retour qui soit le plus objectif possible. Donc, les objectifs avant, chose primordiale, et après, le bilan et un moment de réflexion, d'analyse le plus objectivement possible. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut le faire assez simplement. On prend un petit cahier, une petite feuille et on peut noter, je sais pas si je prends mes objectifs par rapport à une séance, c'est courir relâché, ne pas avoir peut-être le cardio qui monte trop au bout de 2 ou 3 fractions, de respecter un timing, de ne pas se blesser sur cette séance qui est peut-être très sollicitante. Donc, à chacun peut-être de regarder, comme on pourrait avoir 3 objectifs de gratitude dans une journée, sur un entraînement ou sur une compétition, de se donner ces 2-3 items et de les débriefer et de voir après peut-être sur le long terme, parce que là, il faut ensuite être capable de les mesurer sur une période d'entraînement, sur un plan, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Exactement, c'est une bonne chose d'avoir des critères qui soient quantifiables. À la phrase ne pas avoir le cœur qui monte trop haut, je la formulerai dans l'autre sens. Je la formulerai de manière positive, enlever le ne pas, et je la mettrai avoir le cœur qui reste dans cet intervalle-là de battement. Mais on le sent dans ton vocabulaire, c'est-à-dire que tu vas dire on note les aspects positifs, on va regarder les axes à améliorer. Le côté négatif, tu ne te places pas forcément dans cette dynamique qui n'en est pas une, parce que ça va plutôt peut-être contrarier l'athlète, ça peut le faire douter. Donc on est toujours droit devant, on regarde devant soi. C'est ça. On évite le négatif. Il y a parfois des choses, un objectif qui est manqué, il est manqué, il faut pouvoir le dire. Mais en fait, de noter le négatif, comme je t'ai dit tout à l'heure, si je te fais un compliment et un reproche, le cerveau humain, ça a été prouvé, va toujours se concentrer sur le reproche, et donc ça va engendrer une baisse de confiance. Là, le but, c'est de voir ce qui a été bien et de venir toujours, regarder devant, voir ce qui peut être encore amélioré, et donc travailler cette confiance. Le fait de noter malgré tout les points qui ont été moins travaillés, ça évite l'excès de confiance qui peut arriver quand tout est gagné, on gagne tout. Là, on peut avoir un excès de confiance. Je fais tout parfaitement, tout est parfait, c'est nickel. Non, de voir les axes d'amélioration, ça permet de dire ok, j'ai réussi, je peux encore m'améliorer sur ça. Donc ça pousse à être plus exigeant, à faire monter le niveau de confiance, tout en le gardant dans une bonne fourchette et dans une fourchette optimale pour la performance, parce que trop de confiance, ça amène des contre-performances également. Donc oui, voir toujours en ce qui peut être amélioré plutôt que se concentrer sur le négatif. Et même dans la formulation des objectifs, c'est-à-dire que si ton objectif c'est de ne pas arriver à ça, en fait ton cerveau va lui retenir davantage les mots-clés et donc se concentrer sur quelque chose que tu ne veux pas. Si je te dis, et je pense que tous tes auditeurs peuvent le faire, mais ne pense pas à un ours blanc. La première image que tu vas avoir en tête, malgré toi, ça va être un ours blanc. Donc ça va être la même chose pour ne pas stresser. Non, peut-être tourner la phrase différemment, rester détendu à mon départ. Et ça va te permettre finalement rien que dans la formulation de la phrase,
mais ça va être un dialogue interne qui va être plus positif, qui va être plus efficace et qui va permettre d'atteindre mieux ses objectifs. Et pour revenir sur tes objectifs, oui, d'avoir des objectifs précis et d'avoir ces objectifs-là qui soient sur le processus, sur la maîtrise, plutôt que sur le résultat et sur la performance. Ça va permettre de mesurer, de modérer le résultat, parce que tu peux arriver à faire une performance qui est extrêmement bonne, et pourtant dans la maîtrise, dans le processus, il y a des choses qui ont été moyennes, que tu pourrais aller plus loin, aller encore plus loin et être encore meilleur, et que si tu n'as pas ces objectifs-là, finalement, tu passes à côté. Et à l'inverse, si un objectif a été loupé, un temps a été supérieur à ce que tu souhaitais faire, de pouvoir dire ok, au lieu de rentrer dans une phase de j'ai pas réussi, je me suis entraîné pendant 6 mois pour rien, etc. Non, d'aller chercher les points positifs. Ok, ça a été bien fait, ça a été bien fait. Là, effectivement, le temps limite. J'essaie de comprendre pourquoi, et derrière, je vais travailler pour faire en sorte que le prochain, il soit optimisé, il soit mieux. Donc oui, aller toujours dans l'efficace, dans l'utile, plutôt que d'aller dans le négatif et de pouvoir parfois un peu s'y complaire. Alors c'est tout l'aspect, on va dire, mental, et ça va être différent en fonction des athlètes. Certains vont être dans l'aboutissement, c'est-à-dire le résultat final. Donc on regarde le chrono, c'est rempli, on valide. Moi, je serais plus dans le cheminement. Je vais prendre, je pense, beaucoup de plaisir à être dans l'entraînement, à construire semaine après semaine le plan. La cerise sur le gâteau, c'est la course, mais on a déjà fait une grosse partie du travail auparavant. Donc, c'est en fonction des personnalités de chacun, mais on peut peut-être ramener ces compétiteurs adeptes du chrono et du résultat à ce regard sur le cheminement qui a été le leur pendant de nombreuses semaines, voire de nombreuses années. Exactement, on en revient à ce que tu disais tout à l'heure, sur la comparaison aux autres. Finalement, les sportifs qui sont vraiment sur l'aboutissement, sur le chrono, sur les applications dont tu parlais, qui vont être sur le chrono, sur le classement, ils vont beaucoup se concentrer là-dessus, et ça va être bien parce que ça pousse à donner le meilleur de soi, ça stimule, et on voit que les sportifs de haut niveau sont là-dedans, sont vraiment dans la comparaison aux autres, et c'est ce qui fait qu'un Usain Bolt a été aussi fort pendant des années. Mais un Usain Bolt, il s'est aussi beaucoup concentré sur lui et sur la construction, sur son planning d'entraînement, sur sa planification, sur ce qu'il a à faire. Il a effectivement les deux, et ce qui va être le plus pertinent, le plus utile, le plus efficace, ça va être effectivement beaucoup se concentrer sur soi, sur la construction, sur les moyens de les atteindre, donc sur ses objectifs intermédiaires, sur le processus, la maîtrise, la foulée, le relâchement, le souffle, etc. C'est ce qui va être le plus pertinent, et c'est ce qui va amener presque finalement le plus de plaisir, et que quand il y a un échec, on sait relativiser. Parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important, de savoir relativiser un échec et de dire, mais finalement, c'est du sport. C'est du sport, et j'ai ma vie de famille à côté, et j'ai d'autres choses qui sont extrêmement importantes. Et si on est énormément focalisé sur uniquement le résultat, on peut l'oublier et on peut le zapper un peu. Donc c'est important, oui, quand j'ai des sportifs qui sont beaucoup sur la comparaison aux autres, c'est des personnalités. Ce sont des personnalités qui sont orientées sur les autres. Ça dépend de chaque personne, a une personnalité qui lui est propre. Mais ça va être de dire, ok, oui, t'es beaucoup concentré sur les autres, et concentre-toi aussi un peu plus sur toi. Et petit à petit, on va rentrer dans ce cheminement de se concentrer plus sur soi, de se fixer des objectifs techniques, tactiques propres à soi, et d'être vraiment dans cette construction qui va être beaucoup plus positif et beaucoup plus pertinent. Comment, justement, quand on rencontre un échec pour un coureur qui aurait mis en place vraiment très sérieusement son plan d'entraînement, comment tu peux expliquer que sur une compétition, et ça m'est déjà arrivé, de me dire j'ai fait tout le plan d'entraînement, j'arrive le jour de la compétition et rien ne se passe comme prévu? Est-ce que c'est du stress? Est-ce que les facteurs environnants, quels qu'ils soient, peuvent potentiellement impacter un petit peu la performance? Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui peut expliquer le fait que rien n'aille comme on l'avait prévu?
Alors il y a effectivement des facteurs qui sont extérieurs. Ça peut être la météo. Il fait extrêmement chaud, ou il pleut, il y a du vent, etc. Ça va être des facteurs qui vont jouer. Il y a le stress également qui va jouer. Il y a tout ce facteur psychologique. C'est-à-dire que si tu arrives à ta compétition en disant mais tout va bien se passer, tout se passe bien, et qu'il y a un petit élément, un petit grain de sable qui vient se mettre dans l'engrenage, et que tu as une petite douleur qui arrive, une petite pointe, et que tout de suite tu vas focaliser ton attention dessus. Mais pourquoi est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce que c'est? Je vais pas y arriver. Là finalement tu vas te saborder. Et donc effectivement la performance va être moins bonne. Donc il y a tout un travail psychologique et qui se fait lors de l'accompagnement, les objectifs, et on travaille également dans les scénarios catastrophes à un moment. C'est-à-dire que 2 semaines avant la compétition, on se pose et on dit ok, bon, espérons que jamais ça n'arrive, mais qu'est-ce qui peut mal se passer? Ah, ça, il peut mal se passer. Il peut faire très chaud ce jour-là, il peut y avoir de la pluie, tu peux avoir un problème de matériel, tu peux avoir ci, tu peux avoir ça, tu peux avoir mal dormi, etc. Ok. Voilà tous les scénarios catastrophes. Et en fonction de tous ces scénarios catastrophes, répondre et dire, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais si ça arrive? Et d'y être préparé. Je veux dire, ça permet aux sportifs d'arriver et de dire, ok, je suis préparé. Derrière, on va en aucun cas rester sur tout ce qui peut mal se passer. Ça, on va le faire en amont de la compétition, 2 semaines, 10 jours. Et après, on va partir beaucoup plus sur ce qui peut être positif pour faire monter le niveau de confiance. Mais que finalement, si quelque chose se déroule mal, bah, c'était prévu, c'était dans le plan. Et moi, j'ai prévu mes étapes, je sais ce que j'ai à faire. Je sais comment y répondre. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important, et notamment la mise en place, mais là, de l'auto-persuasion, du dialogue interne. Je vais dire, ok, je vais m'encourager, je vais me dire ça. Si j'ai une petite pointe, mais je vais plutôt me concentrer sur autre chose. Et tout ça, ça va être des choses extrêmement importantes, mais pour ça, faut s'y être entraîné et s'y être préparé à ça. Alors sur les petites phrases, tu parles d'auto-persuasion. Qu'est-ce que l'on peut se dire quand les jambes commencent à être dures, que le souffle est court et que la ligne d'arrivée est pas encore là? On a encore un petit bout de chemin à parcourir. Quels sont les mots? Est-ce que là aussi ça va être peut-être propre à chacun, mais qu'est-ce que tu donnes comme axe justement d'amélioration? Alors les mots, effectivement, comme tu le dis très bien, ils sont vraiment propres à chacun. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont se donner des mots sur les sensations, sur l'allure, sur quelque chose d'extérieur. Ils peuvent se concentrer sur le rythme d'une musique en l'imaginant, en faisant de l'imagerie mentale. Ça va être avec des encouragements. Ça peut être il reste plus que tant de kilomètres à faire. Ou à l'inverse, avec d'autres personnes qui vont se dire mais j'ai déjà fait tant de kilomètres. Et ça, en fait, ça va varier en fonction des personnes. Et finalement, ce qui est dans la préparation mentale, c'est que c'est le sportif qui a les réponses. Moi, je suis là pour l'aider à trouver les réponses, à trouver ses mots-clés, à aller le questionner. Mais c'est le sportif qui a les réponses. C'est le sportif qui travaille sa tête, qui va savoir ce qui va être le plus pertinent. Moi, je vais simplement l'aider à chercher et à dire, ok, si tu dis cette phrase-là, est-ce que tu penses que ça peut être plus positif? Oui, non, je sais pas. On teste. Tu fais l'entraînement et tu essaies cette phrase-là. Tu vois ce que ça donne. Il y a des ajustements à faire. Et il y a toute cette réflexion-là à faire. Et donc, oui, ça peut être se concentrer sur autre chose, sur le mouvement des bras. Ça peut être quand les jambes commencent à piquer à la fin et qu'il faut accélérer pour atteindre le chrono. Mais ça peut être peut-être plus se concentrer sur les bras et dire, je vais faire des grands mouvements de bras, par exemple. Parce que je sais que quand je fais les grands mouvements de bras, mes jambes, elles vont faire la même chose. Et sauf que j'ai extrêmement mal aux jambes et que si je me concentre sur les jambes, ça risque d'être négatif, d'être délétère pour ma performance. Donc je vais me concentrer sur mes bras, sur l'amplitude de mes bras. Ça va être vraiment propre à chacun. Et en premier lieu, par contre, la chose la plus importante, ça va être véritablement les encouragements. C'est quelque chose qui est primordial et qui est bien souvent oublié. Les sportifs adorent se faire encourager. Ils aiment quand on dit allez, t'es capable, tu peux le faire. C'est quelque chose qui est extrêmement positif et bénéfique pour la performance. Par contre, ils ont tendance à oublier eux-mêmes de s'encourager, alors que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Ça a même encore plus de poids de s'encourager soi-même que d'avoir
des encouragements qui soient extérieurs. Le dialogue interne il est plus important que le dialogue que ce qui vient de l'extérieur. Des joueurs dans les différents sports peuvent se faire insulter. Ils vont réussir à un moment à rentrer dans la bulle, mettre la barrière et à zapper ces insultes. Par contre, un sportif qui lui-même s'insulte, qui se dit je suis nul, j'arrive à rien, là il se pénalise automatiquement. Donc d'avoir véritablement cet encourageant, ça va être extrêmement important. Avec, comme tu l'as dit, il y a un travail donc de fond à réaliser pour tester en fonction des semaines d'entraînement qui précèdent cet objectif. Ça se prépare. Donc c'est là tout aussi important que l'entraînement physique. Combien de pourcentage tu donnerais au mental par rapport au travail physique sur un objectif en course à pied? C'est compliqué de donner une estimation de mental. Il y a des sportifs qui disent que c'est 90%, d'autres que c'est 10%. C'est difficile de donner un pourcentage. Je préfère simplement dire que le mental c'est primordial, et je pense que toute personne qui s'entraîne se rend compte que son dialogue interne il est extrêmement important pour être performant. Un pourcentage précis, trop difficile à donner, mais c'est quelque chose, c'est très important. Et j'ai tendance à poser la question en disant ok, le mental pour toi c'est extrêmement important, ça, quand les personnes donnent un pourcentage, à dire ok, et donc pour ton physique tu t'entraînes tant de temps par semaine, et ta tête, combien de temps par semaine est-ce que tu l'entraînes? Ah ben je l'entraîne jamais. Ah oui. Et de voir le décalage en disant oui, finalement ça serait une bonne chose de l'entraîner, et d'avoir finalement de l'entraîner un tout petit peu. Les résultats sont très rapides. C'est ce qui est génial en préparation mentale, c'est que les résultats sont extrêmement rapides. Comme c'est quelque chose qui est très peu développé, dès qu'on commence à entraîner sa tête, tout de suite on voit les résultats. Tout de suite on dit ah oui, la façon dont je me parle, ça change énormément. De me dire de faire ci plutôt que de ne pas le faire, ah oui, ça change vachement et je me retrouve avec beaucoup moins de stress. Oui, les résultats ils sont très rapides. Donc extrêmement important d'entraîner sa tête. Bon bah on va pouvoir conclure sur cette phrase-là, Nino. Il est important d'entraîner sa tête. Avant de terminer l'épisode, est-ce que tu pourrais rappeler en 2-3 points ce qui est, on va dire, fondamental pour ne pas avoir cette décompression après un objectif? Qu'est-ce que tu conseillerais aux auditeurs de mettre en place dans leur pratique au quotidien, si on veut regarder un petit peu plus loin vers les chronos, les courses qu'ils vont pouvoir faire? Alors, en quelques points, je dirais déjà, sache que ce moment de décompression, il est normal, il est naturel. Maintenant, pour chercher à réduire en intensité et en durée, c'est important de mettre en place des objectifs et qui soient organisés dans le temps. Court terme, moyen terme et long terme. De construire ces marches, véritablement. Et qu'il y ait toujours des marches qui continuent à monter. Fixer des objectifs, d'être concentré donc, comme on le disait, sur soi, sur ce qu'on peut faire, sur la maîtrise, d'être moins dans la comparaison aux autres, déjà. De se fixer donc des objectifs organisés dans le temps, précis. Et une fois que l'objectif, l'événement s'est passé, mais de faire un bilan avec la méthode hamburger, tous les points positifs en détail, le négatif avec les axes d'amélioration et le positif plus global. Pour arriver à faire un bon bilan, il faut aussi s'entraîner à faire des bilans, donc faire des bilans lors des entraînements également, et de s'écouter et d'avoir une réflexion, de chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu se passer pour qu'il y ait cette réussite, qu'est-ce qui a fait que ça a marché, qu'est-ce qui a fait que ça a moins marché, et derrière de trouver l'axe d'amélioration. C'est ce qui permet de rebondir après un objectif et de réussir à s'améliorer encore. Bah, je pense que tu as été très clair dans cette façon de synthétiser les choses. Donc, j'invite les auditeurs à travailler sur leurs sensations, sur les bilans qu'ils peuvent avoir après leurs entraînements et après les courses. Sur quel réseau, par quels moyens, Nino, les gens peuvent être amenés à entrer en contact avec toi pour en savoir plus et débuter peut-être un travail d'accompagnement en préparation mentale?
Alors, je suis présent sur Internet, donc j'ai un site Internet qui va peut-être être amené à bouger du fait de la collaboration avec Cindy, mais qui, en tapant mon nom, vous pouvez retrouver facilement. J'ai également une page Facebook. Il y a une page Facebook qui est plus réservée donc à la préparation mentale et sur laquelle on partage un peu d'actualité avec Cindy, qui est la page Préparation mentale Toulouse. Je suis également présent sur Instagram et on a commencé avec Cindy il y a quelques temps une page qui s'appelle Team des champions préparation mentale, où là toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur la préparation mentale, qui veulent avoir des petites astuces, des petits tips et en connaître davantage plus précisément, plus en détail. Donc j'invite à aller chercher, à aller demander à rejoindre ce groupe. Il y a simplement un petit questionnaire à répondre qui nous permet d'avoir sur ce groupe uniquement des personnes qui sont sérieuses et d'avoir un groupe de qualité. Donc toutes les personnes qui veulent en savoir plus sur la préparation mentale, je les invite vraiment à aller taper sur le moteur de recherche de Facebook Team des champions préparation mentale, et comme ça ils pourront avoir plus de détails. Eh bien, merci Nino pour tous ces renseignements. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode de façon à ce que les auditeurs puissent te retrouver assez facilement. Merci de nous avoir donné ces éclairages très concrets sur ces objectifs, cette planification que l'on doit avoir également pour notre mental, pas seulement pour nos jambes en tant que coureur à pied. Merci à toi, c'était un plaisir de faire ce podcast avec toi et à bientôt. À bientôt, et pour les auditeurs, dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.